Lorsque j'étais enfant, je voyais des choses qu'un enfant n'est pas censé voir. Toutes les nuits, et ce pendant des années, je voyais une femme dans ma chambre. Elle portait autour de son cou ce que je pensais être un foulard rouge. Au départ, elle se tenait là dans un coin. Elle me fixait, ne bougeait pas. J'étais terrorisée. Je hurlais systématiquement à chaque fois que je la voyais. J'avais beau expliquer à mes parents qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Ils ne me croyaient pas. Ils ont cherché immédiatement l'explication la plus logique, ce qui est normal d'ailleurs. Avec le recul et la maturité, je comprends leur point de vue. Mais lorsque vous êtes enfant, vous ne comprenez pas pourquoi les personnes que vous aimez le plus au monde choisissent, selon vous, de vous tourner le dos. Il y avait pire. J'avais la sensation d'être totalement folle. Mes parents m'ont montré un pédopsychiatre. J'ai passé toute une série de tests. Dormi un nombre incalculable de fois dans une chambre d'hôpital, encore plus triste que la mort elle-même. Ma mère a fini par tomber en dépression. Le manque de sommeil, la fatigue physique et mentale, l'incompréhension et la peur de perdre son enfant ne forment pas un cocktail des plus sympathiques. Puis les années ont passé, je voyais toujours cette femme. Je la voyais jusque dans mes rêves. J'ai fini par comprendre qu'elle voulait me dire quelque chose. Mais quoi ? Ce n'est que des années plus tard que j'ai enfin eu ma réponse. Une nuit, elle m'est apparue plus proche que jamais. C'est là que j'ai pu la distinguer en détail. J'ai compris que ce que je prenais pour un foulard autour de son cou n'en était pas un. Une plaie béante entaillait sa gorge. C'est pour ça que je ne parvenais pas à comprendre ce qu'elle voulait. Elle ne pouvait tout simplement pas parler. Certes, je ne hurlais plus en la voyant apparaître. J'avais bien compris qu'elle ne me voulait pas de mal. Mais je n'en restais pas moins apeurée au fond de moi. J'ai néanmoins entrepris de faire des recherches sur cette femme. Plus facile à dire qu'à faire. Lorsque vous ne connaissez rien de la personne en question, difficile de savoir par où commencer. Mais puisque je ne connaissais rien sur elle, j'ai décidé de faire des recherches sur ma maison. La vérité sur son histoire m'a choquée. Plusieurs années avant que nous déménagions dans cette maison, un couple y avait vécu. Leur vie ici ne s'était pas soldée par une fin heureuse. Pendant des années, la femme qui vivait ici était sous l'emprise d'un mari violent. Il la frappait dès que l'occasion se présentait à lui, toujours plus violemment, jusqu'au point de non-retour. Cette ultime fois, dans un excès de rage intense, l'homme a attrapé le câble du téléphone, l'a enroulé autour du cou de la pauvre femme, et l'a serré avec une telle vigueur, une telle force, que celui-ci entailla le cou de la femme, l'égorgeant et la faisant se vider de son sang. Je savais donc ce qui était arrivé à cette femme que je voyais la nuit. Mais ce que je ne savais pas, c'est pourquoi elle m'apparaissait. Je voulais savoir. Je voulais lui venir en aide. Les années sont passées sans que la situation évolue. Je souhaitais évidemment l'aider, mais je devais aussi me concentrer sur mon avenir. C'est ainsi que j'ai commencé des études de commerce. J'ai obtenu mon diplôme, et j'ai fini par quitter la maison familiale pour m'installer dans un petit appartement en centre-ville. Dès l'instant où j'ai quitté la maison de mes parents, les phénomènes se sont arrêtés. Je ne voyais plus la femme, que ce soit dans ma chambre ou dans mes rêves. J'ai fini par l'oublier. Ma petite vie de jeune active a suivi son cours. Je me suis fait des amis, et j'ai rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse. Puis, sans aucune raison, du moins à mes yeux sur le moment, elle m'est réapparue. Je la voyais de nouveau la nuit, et dans mes rêves, toujours silencieuse, à me fixer avec un regard plein de tristesse. Je ne savais toujours pas comment l'aider. Donc je me suis concentrée sur mon amour naissant. Les choses sont allées très vite avec lui. À peine 2 mois après notre rencontre, nous sortions ensemble et passions tellement de temps l'un chez l'autre que nous avons décidé d'emménager ensemble. Il me disait des phrases comme « Tu es la femme de ma vie. » ou bien « Dès l'instant où je t'ai vue, ça a été une évidence pour moi. Ça ne pouvait être personne d'autre que toi. » Comment résister à ce genre de déclaration ? Nous filions le parfait amour. Nous avions des projets d'avenir ensemble. Voyage, mariage, maison, enfants, et pour partir encore plus loin dans le cliché, nous avions même parlé d'adopter un chien. De préférence un labrador, pour recréer le stéréotype de la famille parfaite, dans sa banlieue avec sa jolie maison, sa ribambelle d'enfants et son gentil chien aimant. Je dois avouer que cette vie ne m'aurait pas déplu, mais le destin en a décidé autrement.
au bout de quelques mois de relation, les discours que tenait mon bien-aimé avaient quelque peu changé. Nous étions passés de belles déclarations à des phrases comme « Tu sers vraiment à rien. » ou encore « Arrête de me faire chier, je suis occupé. » De simples phrases, mais qui peuvent faire extrêmement mal quand elles proviennent d'une personne que vous aimez. Étant amoureuse, j'ai laissé couler, me disant que ça allait sûrement passer. Mais son comportement a empiré. La jalousie s'est mêlée à l'histoire. Ces remarques blessantes ont vite laissé place à des phrases beaucoup plus violentes. « C'est qui ce mec? À qui tu parles? T'es vraiment qu'une sale traînée. Ça t'amuse de chauffer les mecs alors que t'es en couple? Je me demande si tu m'aimes vraiment. » Je me suis remise en question plusieurs fois, me disant que s'il me faisait ce genre de reproches, c'est que je devais certainement avoir un comportement inapproprié avec la jante masculine. Je n'en avais pourtant pas l'impression. Même si je réduisais mes interactions avec les autres hommes, il continuait à être violent dans ses paroles, jusqu'au jour où cette violence est allée au-delà des mots. J'étais au téléphone avec un collègue. Nous parlions affaires et contrats. Tout ce qu'il y a de plus banal et normal dans mon travail. Ce n'était visiblement pas normal pour mon petit ami. Pendant que j'étais au téléphone, je le voyais me lancer des regards assassins. Je me suis sentie tellement mal que j'ai préféré écourter ma conversation téléphonique. Je suis immédiatement allée le voir pour comprendre ce qui n'allait pas. Il était là, assis dans la cuisine. Il me fixait droit dans les yeux. Son regard n'avait jamais été aussi noir. La boule au ventre. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a regardé pendant quelques secondes et a fini par dire « C'est bon? T'as fini? » « Ah, oui, c'est bon. On avait un léger souci sur le contrat d'un client, mais on a fini par le régler. » lui ai-je répondu avec un grand sourire. « J'en ai rien à foutre de ça !» Je l'ai regardé d'un air choqué. Je ne comprenais pas une telle réaction de sa part. J'ai lentement avalé ma salive et je lui ai répondu. « De quoi tu parles ?»« Oh, ça va, ne fais pas l'innocente. Tu crois que je n'ai pas compris qu'il se passait quelque chose entre toi et ce mec-là? Tu passes toutes tes soirées au téléphone avec lui. » « Hein? Mais il ne se passe rien entre lui et moi. C'est un collègue et nous parlions travail, c'est tout. On s'est souvent contacté ces derniers temps par rapport à ce fameux client. » Mais voyons, c'est un bon alibi ça, tiens. J'ai très vite compris que je m'étais engagée dans un dialogue de sourds. Quoi que je puisse lui dire ce soir, il ne voudrait pas l'entendre. J'ai essayé de conclure la conversation. « Écoute, tu es visiblement énervé. Je ne sais pas pour quelle raison. Arrêtons la conversation ici. Ça ne mènera à rien et allons manger. On en parlera plus tard quand tu seras calmé. » Là-dessus, j'ai tourné les talons et me suis dirigée vers le réfrigérateur. Je n'ai pas eu le temps de faire 3 pas, qu'une main attrapa mon poignet avec une telle force qu'il m'arracha un léger cri de douleur. « Aïe! Mais ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? » Tu t'es prise pour qui à me dire ce que je devais faire? Mais lâche-moi, tu me fais mal! J'ai tenté de lui faire lâcher prise, mais plus je tirais pour me dégager, plus sa main se refermait autour de mon poignet. J'avais l'impression que celui-ci allait casser à tout moment. Son regard me faisait de plus en plus peur. L'amour que je voyais au début de notre relation avait totalement disparu. Je n'y voyais que de la haine. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je voyais sa vraie personnalité. Je savais que je devais partir au plus vite. Sans me soucier des conséquences, j'ai retiré ma main d'un coup sec, le faisant lâcher prise. Une vive douleur m'a tiraillé le bras. Mais je ne m'en suis pas souciée. La seule chose que je voulais faire, là, maintenant, c'était partir. Je ne voulais pas rester à ses côtés. Malgré tout l'amour que je lui portais à ce moment-là, une voix à l'intérieur de moi me hurlait de fuir. Le visage de la femme me revint en tête au même moment. J'ai regardé mon petit ami droit dans les yeux, et sur un ton très calme, je lui ai dit « Je vais passer la nuit chez Marie. Je te laisse le temps de te calmer. On discutera demain. » Sur ces paroles, je me suis empressée de tourner les talons et de filer dans l'entrée pour récupérer mon sac. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de parcourir une grande distance. En quelques enjambées, mon compagnon m'avait rejoint et dépassé. Il s'était planté là, devant moi, me surplombant d'une tête, et me fixant de son regard noir. Je me sentais prise au piège. La peur me nouait les tripes. Oui, j'avais peur. Peur de l'homme que j'aimais, peur de son regard, de ses paroles et de ses gestes. Sans que j'aie le temps de comprendre ce qui se passait, le revers de sa main est venu s'abattre sur ma joue dans un claquement assourdissant. Choquée par ce geste, j'ai posé ma main sur ma joue endolorie par le choc. Je l'ai regardée, confuse, les yeux remplis de larmes de tristesse et de douleur. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il venait de faire. J'ai mis ça sur le coup de la colère, que le geste était parti tout seul, et qu'il allait immédiatement s'excuser. Au lieu de ça, sa bouche se tordit dans un rictus malsain, et des paroles abjectes en sont sorties. « Tu me prends vraiment pour un con, Lisa, hein? Arrête un peu, je sais que tu vas rejoindre ton collègue, mais t'as pas encore compris? Tu es à moi, et si je dois te retenir de force, je le ferai !» Sa main s'est de nouveau levée. Je ne savais pas ce qu'il allait faire,
Me frapper? M'attraper? Je ne voulais pas rester plantée là à attendre d'avoir ma réponse. Je ne voulais pas connaître cette réponse. Mon seul réflexe à ce moment a été de le pousser aussi fort que je le pouvais. Mon geste l'a tellement surpris qu'il a reculé, se prenant les pieds dans une chaise et tombant lourdement sur le sol. J'ai profité de l'effet de surprise pour m'enfuir, attrapant mon sac au passage et partant aussi loin que possible sans me retourner. Le lendemain, j'allais déposer plainte au poste de police, et quelques mois plus tard, une injonction d'éloignement avait été ordonnée par le juge. Et la femme dans tout ça? Eh bien, j'ai enfin compris. J'ai compris ce qu'elle voulait me dire depuis toutes ces années. J'ai compris ce que voulait dire son regard. Elle n'avait pas besoin d'aide. C'est moi qui en avais besoin. Elle était là pour m'avertir. Elle ne voulait pas que je fasse la même erreur qu'elle. Que je laisse les choses se passer sans rien faire. J'ai bien compris que de son vivant, elle était seule. Personne n'était là pour l'aider. Et la peur, malheureusement, l'a poussée à se taire et subir toutes ces horreurs. Elle m'a terrorisée pendant des années, mais je ne la remercierai jamais assez d'avoir fait ça. Grâce à elle, j'ai eu le courage de fuir et de demander de l'aide.